Alors maintenant, le moment est venu de passer la parole à Sébastien Cagnoli. Sébastien Cagnoli, qui va nous parler d'interaction et identité dans les théâtres finno-ouvriens de l'Oural et de la Volga. Merci beaucoup à Tina, encore une fois, qui nous a fait entrer dans le domaine finno-ouvrien de ces journées par cette intervention historique. Et là, je vais déplacer le focus vers la région, les régions finno-ouvriennes de Russie. Un petit mot pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette famille de langues finno-ouvriennes. D'abord, quand on dit finno-ougrien, il y a souvent un malentendu. Finno, c'est ça, et ougrien, c'est ça, pour les linguistes. Donc la partie finno, c'est pas que le finnois, c'est toutes ces langues, effectivement la Baltique, le golfe de Finlande et autour de Saint-Pétersbourg, et sur la Volga et jusqu'à l'Oural. Et puis, curieusement, les langues d'Europe centrale, en Hongrie et de Sibérie, de l'autre côté de l'Oural, sont étroitement apparentées. Donc, c'est sur cette région que j'appelle la région de l'Oural et de la Volga que je souhaite concentrer mon exposé. Où l'on trouve, donc, on voit bien les couleurs ici, là, les commis assurés dans le nord. Et bon, je vais y venir. Donc cette famille finno-ouvrienne a été formée d'abord par l'existence a été établie par les travaux des linguistes, par comparaison des langues. Donc depuis le 19e siècle, comme c'est le cas en Finlande, la littérature est un moyen important de construire, développer ou ressusciter les identités nationales qui reposent sur ces caractéristiques ethno-linguistiques. Donc moi je souhaite préciser, étudier le rôle que les créations théâtrales en particulier ont pu jouer dans ce développement des identités. Dans cette région où on trouve donc les morts les plus nombreux en rouge, en bas à gauche les maris, les udmurts et les commis, qui sont depuis longtemps en contact avec, entre eux dans cette région et avec les autres peuples, les autres nations de Russie. En particulier, on distinguera au nord les commis qui sont, du point de vue des moyens de navigation, etc., qui ont plus de liens avec la région arctique, et tous les autres du sud qui ont plus de liens entre eux et avec les Tatars et avec les Tchouvaches, etc., sur la grande route commerciale vers la Sibérie. Et donc les commis au nord cohabitent depuis très longtemps avec les Russes et ont des relations commerciales, tandis que les peuples du sud de cette région ont eu plutôt, étant sur cette route commerciale, des relations plutôt conflictuelles avec les Russes et ont été conquises plus récemment. Donc la conscience de cette parenté, je vais parler de la conscience de cette parenté finno-ouvrienne, ses origines et les interactions qu'elle induit. On verra en particulier dans le théâtre comment ça se manifeste, dans l'histoire de ces théâtres au XXe siècle, et on fera le point sur cette région aujourd'hui. Donc l'identité finno-ouvrienne joue un rôle essentiel dans la société commis depuis l'éveil national du XIXe siècle. Elle repose sur ce double principe de l'hypothétique origine commune, établie à partir des langues, et puis le sentiment d'appartenir à cette communauté qui fait que, de fait, les gens se rapprochent et créent une communauté réelle. Au début du XXe siècle, un linguiste
historien comique, on voit là, M. Tsember a joué un rôle important en mettant en contact les chercheurs hongrois, finnois, finlandais, qui voyageaient en Russie pour aller faire des travaux de collecte et qui avaient besoin de matériaux linguistiques concrets pour démontrer le rapprochement de ces langues et explorer le folklore de ces peuples. Ces travaux ont été publiés. Il a publié donc les résultats de ces voyages de collecte. Donc c'était d'abord les savants qui ont fait ces collectes. Ensuite, ces publications ont inspiré des poètes. Donc il y a eu des publications de Medvedev, Jakov. Alors on voit ici Kalistrat Jakov, avec sa publication Biarmia, à comparer à cette vague des épopées nationales dont Tina nous a parlé du Kalevala. Le Kalevala qui était établi à partir d'éléments du folklore mis en forme un peu reformulée par Lönnrot. Les Estoniens ont imité, mais de manière plus en inventant davantage, en recréant quelque chose, une sorte d'épopée nationale imaginaire, avec Kalevipoik. Et donc c'est ce qu'a fait aussi Jacob, et que lui a fait en russe, puisque c'était dans les années 10, et puis il maîtrisait pas suffisamment le komi pour écrire en komi. Donc l'épopée nationale komi, dans les années 10, est écrite en russe. Elle a été traduite... on en reparlera dans les années 90, et on en a tiré le spectacle que vous verrez samedi soir, à partir de quelques extraits de cette épopée, et de la version commune en particulier. Donc voilà comment le travail des folkloristes et des chercheurs a inspiré les gens de lettres, et comment est née cette littérature nationale écrite. Voyons ici, vous voyez un dessin du théâtre, du premier bâtiment du théâtre Marie. Alors, quelques écrivains finno-ugriens de l'Oural et de la Volga ont essayé dès les années 1910 de faire du théâtre dans la langue nationale. Donc en 1910-1912 en Marie, c'est le premier que du point de vue des dates, et en Udmurtie, Eshterek, qui a été publié, mais peut-être pas joué tout de suite, mais peut-être même en russe, c'était en russe, Eshterek aussi, non? Eshterek était en russe, sur des thèmes Udmurt. Il a été publié à Plateau de Véchet. Oui, de toute façon. Donc ça montre que c'était des initiatives, des idées, des initiatives, des premiers pas, mais qui n'atteignaient pas encore le public. Les premières représentations, en fait, globalement, c'est à partir de 1917 et après la Révolution. Et là, c'est vivement encouragé par la création des entités nationales de l'Union soviétique qui est en train de se construire. Voilà, dans les années 20, le répertoire se développe. En 1927, le Théâtre Marie, qui était donc déjà une institution établie, crée un studio Marie. Donc l'idée, c'est de doter ce théâtre d'une école, d'un établissement d'un système de formation professionnelle pour former les acteurs qui vont jouer dans ce théâtre. Alors on va voir que c'est assez particulier dans la région, ce qu'à Marie. Donc ils ont un théâtre complet avec professionnel, avec formation et création. Un autre établissement, toujours chez les Marie, ouvre en 1931, un technicum, un collège, une université des arts, et notamment des arts dramatiques. Et dans le cas commis, le théâtre est fondé en 1930 à partir d'une troupe itinérante, etc., qui se sédentarise à Sissolsk à l'époque, aujourd'hui Sistivka, qui va devenir un théâtre d'État en 1936. Et là, à cette époque-là, c'est un système complètement soviétique qui est établi. C'est au moment des répressions et des purges de toute cette génération d'artistes des années 20. Donc en réalité, le théâtre commis va avoir son essor à une époque où la culture est prise en main par les institutions soviétiques. Et alors les jeunes commis qui veulent se former, eux, vont aller se former à Saint-Pétersbourg ou à Moscou, où il y a des studios nationaux, mais il n'y a pas de cours on leur promet des cours dans leur langue nationale, puisque c'est dans la langue nationale et en russe, dans les deux langues, qui vont jouer dans leur république.
mais on n'est pas les enseignants, donc de fait, ça se passe en russe. Même chose avec les autres studios nationaux, Permiak, Udmurt, qui suivront dans les capitales. La traduction et la publication sont des bons moyens d'encourager la création littéraire, l'écriture de pièces. Dès les années 20, avec Savine, on a ici un exemple de traduction d'une pièce de Savine, donc écrite en komi. Alors il y a deux langues komi, celle du nord, celle du sud. Le komi arctique dans les komi syriennes, et puis le komi qui est du côté du bassin de la Volga, qui est le komi permiaque, et qui est intermédiaire entre le komi du nord et l'Udmurt. Bon bref, ça va compliquer un petit peu encore l'organisation, les divisions linguistiques et les standards linguistiques. Cela dit, entre komi syrienne, komi permiaque et Udmurt, avec un peu de bonne volonté, et ces gens-là n'en manquaient pas, on se comprend, et ils ont fait des traductions croisées pour favoriser la diffusion des pièces. Donc ici, une traduction d'une pièce komi syrienne de Savine en komi permiaque. Dans les années 60, encore, en komi, on va trouver des traductions d'auteurs permiaque et Udmurt en komi, donc dans la revue littéraire komi. Et j'en avais touché un mot tout à l'heure, en 1990, entre 90 et 94, il y a une période de flottement entre la proclamation de souveraineté, où donc la Russie quitte l'Union soviétique et toutes les républiques de Russie quittent l'Union soviétique et la Russie, enfin il faut tout réorganiser. Donc il y a une période de flottement où ici on voit la revue littéraire commune de cette époque, où l'épopée Biarnia est publiée en feuilleton en version commune. Donc l'édition était dans les années 1910 en russe. Et là, la première chose qu'on fait quand on est souverain, provisoirement, c'est de publier dans la langue nationale l'épopée nationale. Et c'est l'époque des années 90 où on va avoir la fondation du Théâtre national comi, dont on entendra beaucoup parler, puisque Svetlana Gortchenkova, sa fondatrice et directrice artistique, nous présentera l'histoire de ce théâtre demain. Et samedi soir, vous verrez le spectacle de ce théâtre adapté de l'épopée Biarnia. Et ce théâtre, mais bon, Madame Gortchenkova en parlera, continue à faire des traductions depuis d'autres spectacles, d'autres régions finno-ugriennes de Russie. Un petit mot sur l'opéra, mais en fait juste un mot, puisque Serge Noskov nous en parlera davantage dans la partie musique aujourd'hui, puisqu'il est compositeur d'opéra, donc il en parlera mieux que moi. Et ici, c'est une photo récente d'un opéra national Marie, en langue Marie, créé dans les années 2000. Et l'opéra Kuratov, l'opéra national comique, composé par Serge Noskov, qui est parmi nous, date de 2009. Donc ça, c'est des initiatives récentes de création d'opéra dans les langues nationales. J'entre pas dans le détail, je pense qu'il vaut mieux il faut mieux passer donc à la situation aujourd'hui avec deux plateformes de rencontres, d'échanges entre tous ces artistes. Depuis la fin du XXe siècle, en particulier l'ouverture un peu des frontières, il y a un certain nombre de congrès et de festivals internationaux, donc non seulement entre des régions de Russie, mais donc avec aussi la Finlande, l'Estonie, la Hongrie qui participent, des festivals internationaux finno-ugriens. Je pense d'abord au phénomène de l'ethnofuturisme qui est illustré ici par un tableau d'une aquarelle d'un jeune artiste Udmurt. C'est un mouvement qui est né à la fin des années 80 en Estonie, un peu comme un jeu, mais qui a rencontré beaucoup de succès auprès des Udmurt, que les Udmurt ont développé en Russie, et il y a eu tout un buzz comme ça en Russie jusqu'à présent. Je citerai l'artiste Pavel Mikouchev, qui n'est malheureusement pas ici, mais dont vous verrez les œuvres dans le spectacle Biarnia, puisqu'il a conçu les projections vidéo, les décors. Donc l'idée de l'ethnofuturisme, c'est, on en a
peu parlé indirectement, peut-être même à propos des artistes niçois, enfin, on appelle ça autrement, mais c'est de s'appuyer sur la tradition, sur le patrimoine hérité de nos ancêtres, mais ne pas se contenter de le recopier avec de plus en plus de poussière à chaque fois, au contraire de s'en inspirer pour créer quelque chose de nouveau, qui touche de nouvelles générations, en s'inspirant de nouvelles influences, etc. Donc on retrouve ça un peu partout, et c'est particulièrement populaire dans ces régions finno-ugriennes. Et oui, j'avais noté que ça me faisait penser au travail de Serge Dotti, qui sera là demain, sur les marionnettes, sur les marionnettes, c'est une très belle exposition, avec les marionnettes en bois, avec un bout de tissu, et puis lui, il crée ses nouvelles figures, avec des musiques d'aujourd'hui. Une deuxième initiative importante, c'est le congrès des écrivains finno-ugriens. On voit ici une photo du théâtre de Yosh Carola, parce que, bon, encore Marielle, encore la République Marie. C'est la République Marie qui a organisé en 1989 un écrivain Marie, qui était aussi ministre de la Culture, qui a invité les écrivains et chercheurs non seulement de Russie soviétique, mais aussi donc d'Estonie et puis de Hongrie, pour se réunir à Yosh Carola pour parler littérature et pour partager. Voilà, pour commencer. Ça a été le premier épisode d'une aventure qui donc continue, qui se développe. Il y a un congrès tous les 2 ans à peu près. Et parmi ces écrivains, il y a bien sûr des dramaturges. Et toutes les activités, les nouvelles activités sont présentées, sont partagées, et ils sont toujours de bonnes idées. De même que ce festival de théâtre, chez Marie encore, c'est à Yosh Carola aussi, un festival de théâtre finno-ugrien, auquel participent les troupes du monde entier, j'allais dire du monde finno-ugrien entier. Donc le théâtre Comi y a participé, le théâtre Nord y a participé. Et c'est une plateforme, et Madame Ganchakova l'évoquera aussi, c'est une plateforme très importante pour le développement des théâtres nationaux finno-ugriens aujourd'hui. C'est le festival Mayatoul, depuis 1992. Tous les 2 ans aussi. Donc tous ces voyages et rencontres d'écrivains stimulent des échanges et donnent de nouvelles inspirations, permettent d'élargir la notoriété des auteurs. Je pense à Alexei Popov, qui est parmi nous, ou pas loin, qui présentera son travail demain, qui a pu, à ce moyen-là, aussi faire connaître son travail plus largement dans la Russie et au-delà. Je mentionnerai encore quelques projets de publication. Alexei en parlera aussi. Ça, c'est un recueil en russe de pièces de différentes régions finno-ugriennes. Ça a été publié à l'initiative du Centre culturel finno-ugrien fédéral. Donc chaque république a son centre culturel fédéral qui est fédéral et qui se trouve à Sivka, donc chez les communes. Et ils ont fait ce projet de publication de recueil, toujours pour diffuser, pour encourager à partir du russe la traduction vers d'autres langues, et ainsi de suite. Donc, ce qui apparaît là, c'est que si un développement similaire peut être observé du point de vue du théâtre dans ces différentes régions, au niveau de l'histoire, construction, création de théâtre d'abord amateur, et puis ensuite quelque chose de plus officiel, des structures d'État, et puis des théâtres d'État dans les républiques. Et la nouvelle ouverture après 1990, un revival, une renaissance très dynamique de la création à partir des années 90. Mais on voit quand même que les maris et les ouzmourts, c'était pour la question ethno-futuriste, c'est pas forcément dans le théâtre, mais les maris pour le théâtre jouent un rôle moteur. Ils tirent un peu les autres en avant dans le théâtre, dans la culture mondiale du XXe siècle. Et pour résumer,
voilà, donc ces plateformes, congrès, festivals sont, je pense, une plateforme importante d'échange culturel entre les artistes de langue finno-ougrienne. Donc on a vu l'évolution depuis le travail des linguistes avec les communautés virtuelles, parce que les gens ne savaient pas, donc les linguistes le leur disent qu'ils étaient tous finno-ougriens. Donc c'était une création d'une communauté imaginaire, et puis ça les a incités à se réunir, à créer une communauté réelle. Comme on peut constater, alors aujourd'hui c'est encore plus large que ça, mais on a une communauté finno-ougrienne dans la salle, et puis dans ces congrès, on constate qu'il y a un monde culturel finno-ougriен bien réel dans la culture du XXIe siècle aujourd'hui. Merci Sébastien de cette initiation au monde finno-ougrien. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Non, Elena Stapova. Надо. Combien de temps? Non, je ne peux pas traduire. Я не могу переводить скоро. Je ne peux pas traduire du commun. Donc, ты выделил Марии и Удмурта в приверженности к этнокультуризму. Да? Скажи, пожалуйста, а вот в чем причина? Действительно это так и есть в литературе, именно удмурты, да, первые присоединились к эстонцам Марии. А в чем причина? Почему именно представители этих народов? tu as fait ressortir dans ton intervention les Udmurts et les Maris comme étant un peu en avant dans l'appropriation de l'ethnofuturisme, et c'est effectivement c'est le cas, mais comment l'expliques-tu? Alors, non, ça que je l'explique, je l'explique pas. Par contre, que les Udmurts et les Maris soient dans un même sous-ensemble, qui a bon, après c'était les gens du Nord, les gens du Sud. Non, mais ce sous-ensemble sud de la famille de l'Oural avec les Udmurts et les Maris, et les Nord qui sont un peu à l'écart peut-être, de par leur proximité, ont des liens très actifs. Alors après, pourquoi l'idée à partir de l'Estonie est arrivée, a été attrapée par les Udmurts plutôt que par les Komis, ça je ne saurais pas dire. Mais toujours est-il que les Komis, immédiatement, ont ensuite participé. Donc, dès les années 90, les Komis suivent ce mouvement et contribuent de manière... En fait, je pense que Ignatov, dont vous avez vu les gouaches là-haut et que vous allez revoir attentivement, moi je pense que c'est un ethnoculturiste, mais c'est un ethnoculturiste avant l'heure, c'est un précurseur, il était Komi, c'est un artiste Komi, dont les ethnofuturistes se sont beaucoup inspirés. Mais ces idées-là venaient déjà du point de vue des motifs, de la réutilisation des motifs traditionnels pour créer quelque chose de nouveau. Est-ce que je peux ajouter quelque chose, Sébastien? Je pense qu'il y a, quand nous travaillons sur les communautés finno-ougriennes, qui sont de petites communautés, il ne faut pas oublier le rôle des individus. Pour les Maris, Mikhail Rybakov. Mikhail Rybakov, ministre de la Culture en 1990, écrivain, d'ailleurs qui était Nikolai Rybakov, mais qui est devenu Mikhail Rybakov, en prenant la forme marisée de son nom, était dans une position de marquer la vie culturelle de son pays. Et dans les quelques années qu'il a eu à vivre après 1990, il a joué un rôle qui a donné au Mariel une position de tête, que le Mariel a perdu de manière générale, mais qu'il a gardé dans certains domaines. Chez les Udmurts, en matière d'ethnofuturisme, ça a été repris dans le monde artistique, mais aussi du point de vue théorique. Et il y a Viktor Shibanov. Et Viktor Shibanov est un écrivain important, mais c'est aussi un théoricien de la littérature, c'est un universitaire, c'est un enseignant. Et je pense que il a porté la dimension théorique de l'ethnofuturisme et l'a ainsi fait connaître en Russie. Après, il y a d'autres domaines dans lesquels d'autres personnalités, chez vous, Svetlana Gerchakova,
on met dans un autre domaine à côté. N'oublions pas les hommes. Oui, mais je pense à Mikuchev et Lesovsky, les deux grands peintres commis qui sont réputés dans tout le monde finno-ugrien et au-delà. Eux, aujourd'hui, ce sont les deux grandes figures, hein, je dirais, de l'ethnoculturisme graphique. Est-ce qu'il y a d'autres questions à Sébastien? Alors Sébastien est là, lui. Celui va être là. Bon, en plus, j'avoue aussi que j'ai délibérément insisté sur les maris et les Udmurt, parce que bon, ça sortait naturellement de l'exposé, mais aussi parce que je sais qu'on va entrer ensuite dans le détail et parler beaucoup de la culture commune pendant ces journées. Et peut-être ajouter aussi un autre élément qui est, et je pense à la raison pour laquelle la mort de vie n'est pas très présente dans ce tableau, mais c'est que vous avez vu la carte tout à l'heure, vous avez vu qu'il y avait plein de petites taches rouges. C'est le sort des morts. Ils sont éparpillés. Il n'y a pas d'unité territoriale. Alors il y a une république qui s'est formée plus tard que les autres, une république autonome dans le cadre soviétique, mais il y a cet éparpillement énorme des morts qui fait évidemment, qui rend la vie intellectuelle plus difficile. Et je pense que ça explique en partie pourquoi les morts ne sont pas des acteurs dans ce domaine. Est-ce qu'il y a encore des questions? Parce que s'il n'y a pas de questions, je vous propose que nous passions la parole à Tatiana Kuznetsova. Ah, si, Froza quand même. Question sur, vous dites que des linguistes ont pensé une communauté, vous avez utilisé le terme imaginaire, qui est en fait est en train de se concrétiser. Est-ce que j'ai compris? Est-ce qu'on peut utiliser le terme imaginaire? Parce que je l'emploie simplement par référence à Anderson, voilà, mais c'est bon, je l'ai trouvé approprié, je ne voulais pas entrer dans le détail. J'ai employé aussi le mot virtuel. L'idée telle que je la comprends ici, c'est que, comme je l'ai dit, ces gens-là, jusqu'à ce que les linguistes leur disent vous parlez tous des langues finno-ugriennes, ils n'avaient pas du tout le sentiment d'être finno-ugriens. Mais ça, c'est. Comme je pense on pourrait comparer à Nice, où avant qu'on nous dise ah ben voilà, vous parlez tous des langues d'oc, mais bon, puis c'est pareil partout, chacun parle la langue de chez lui, jusqu'à ce que quelqu'un lui dise qu'il existe des gens ailleurs. Mais il y a quand même une différence considérable. C'est que, et je pense, comme c'est Froza qui pose la question, je pense aux Balkans et aux langues slaves des Balkans. Ben, c'est des communautés voisines, et c'est des communautés qui parlent des langues très proches les unes des autres, quand même. Ces langues-là, alors je pense qu'il y a une chose qu'il faut dire pour un public qui ne pratique pas les langues finno-ougriennes. L'équivalent des langues de la notion finno-ougrien pour le français, c'est pas les langues romanes, c'est les langues indo-européennes. C'est-à-dire que la différence entre le komi et le mari, c'est du genre de la différence entre l'allemand et le portugais. Hein, c'est loin. Alors oui, le komi, l'udmurt et le komi perniak, c'est comme les langues romanes. Mais oui, comme les langues romanes, c'est-à-dire comme le français et l'italien. Alors peut-être qu'il n'y a pas peut-être que le rapport entre dialecte du komi, peut-être que le rapport entre les langues d'oc. Vous voyez, donc évidemment, des maris et des udmurts se sont rencontrés, mais qu'ils sachent que leurs langues sont apparentées, ben, il a fallu les linguistes pour les leur dire. Voilà, je pense que ça c'était une chose à préciser. Sauf peut-être quand ils disaient you, là ils se sont compris tout de suite. Mais, you ça veut dire bois. Et ça c'est le même mot. Il y a quelques racines comme ça qui sont toute la famille.